En 2015, la Chine et la Mauritanie ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Depuis un demi-siècle, les relations entre les deux pays se développent toujours de façon favorable. Balmohamed El Habib est né dans la ville de Kaédi, au sud de la Mauritanie. Cet avocat de formation a été le président de la commission nationale chargée de la révision des textes et de leur conformité avec la Constitution. Entre 1999 et 2001, il est directeur du département juridique de la Banque mauritanienne pour le commerce international. En juin 2004, il est conseiller à la présidence de la République, directeur des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Mais outre le droit et les affaires de l'État, Balmohamed El Habib a une autre passion, l'enseignement. De 1996 à 2010, il est professeur de l'université de Nouakchott, professeur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'université Lille 2. En mars 2010, Balmohamed est devenu l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Chine, où il déploie de nombreux efforts pour approfondir les échanges et la coopération entre la Chine et la Mauritanie. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bienvenue dans Rencontre. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous dresser un état de lieu de la relation entre la Chine et la Mauritanie? Merci. Je commencerai d'abord par vous remercier pour l'invitation que vous me faites à cette émission Rencontre. Et je voulais surtout vous remercier de vous être déplacé ici, à l'ambassade de Mauritanie en Chine, pour réaliser cette émission. Pour répondre à votre question, je crois que vous m'invitez à faire un bilan de la coopération entre la Chine et la Mauritanie. Et je suis heureux de dire que cette coopération est une très bonne coopération. La relation est une relation très solide, très ancienne, très traditionnelle, parce qu'elle remonte au 19 juillet 1965. Et on a fêté en juillet dernier le 50e anniversaire de l'établissement de la relation diplomatique entre nos deux pays, aussi bien ici à Pékin qu'en Mauritanie, avec beaucoup d'éclat et beaucoup d'enthousiasme. Alors, la Chine et la Mauritanie entretiennent donc depuis 1965 de solides relations qui sont empreintes de sincérité, d'amitié, d'entraide. Les deux pays se concertant de manière permanente sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au plan bilatéral que dans le cadre du forum sino-africain que du forum sino-arabe de coopération. Cette relation est allée chaque jour en se renforçant. Et les visites réciproques des responsables de haut niveau de nos deux pays traduisent l'intensité de cette relation et la volonté de nos dirigeants respectifs de la faire gravir un nouveau palier. Et les deux dernières visites que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a effectuées en Chine en septembre 2011 et en septembre 2015, ces deux visites traduisent, n'est-ce pas, l'excellence de ces relations. La dernière visite, je vous le précise, étant une visite d'État. Quel est donc le bilan de la dernière visite d'État du président? Alors, c'est une visite d'État qui a été entourée d'un très grand succès, parce que le président de la République s'est d'abord rendu à Yunshan, dans la province de Ningxia, où il a assisté à l'ouverture des travaux du Forum Chine-Pays Arabes. Il a prononcé un important discours. Et en marge de ce forum, il a présidé à la signature de deux conventions portant sur un complexe maritime et sur l'ouverture d'une usine de sucre. Après Yunshan, il a eu l'occasion de visiter Shanghai, qui est la capitale économique de la Chine. Et ensuite, il y a eu l'étape de Beijing où il a eu le plaisir de rencontrer son homologue chinois, le président Xi Jinping. Ils ont eu des entretiens très riches, très féconds. Et en marge de cet entretien, de grands accords ont été signés entre les deux pays, notamment sur l'exemption de visa pour les porteurs de visas diplomatiques et de passeports diplomatiques et de passeports de service. Il y a eu également un accord, un appui financier de la Chine à la Mauritanie. Il y a eu d'autres accords portant notamment dans le domaine de la santé. Et il y a eu la signature du procès verbal de la commission mixte en matière de pêche qui a été signé devant les chefs d'État. Donc c'est dire que c'est une visite qui a été très positive et qui a été très féconde.
avec beaucoup de résultats concrets. Hein. Beaucoup de résultats concrets. Et parmi vous avez mentionné beaucoup de domaines, en fait. Quels sont les domaines prioritaires aujourd'hui dans la coopération entre les deux pays? La Chine et la Mauritanie ont beaucoup de domaines de coopération, notamment dans le domaine des infrastructures. La Chine a réalisé des infrastructures importantes et structurantes. Je pense notamment au port d'Île de l'Amitié, le port de Nouakchott, qui a coûté à peu près 300 millions de dollars. Il y a le domaine de la santé, il y a le domaine de la pêche, n'est-ce pas, qui a fait l'objet donc de la commission mixte dont je viens de vous parler. Et dans ce domaine, les Chinois sont présents en Mauritanie depuis assez longtemps et tout récemment, il y a eu la création d'une usine de transformation de poissons qui a coûté à peu près 100 millions de dollars. Il y a d'autres domaines également, dans le domaine de la culture, dans le domaine minier. Il me plaît de dire que la Mauritanie a découvert une grande quantité de pétrole et de gaz à la frontière avec le Sénégal. Les domaines sont très nombreux et variés. Et dans tous ces domaines, la Chine apporte une grande satisfaction à la Mauritanie. Donc, vous avez mentionné, il y a la création des entreprises chinoises. Et est-ce que ce sont des joint ventures avec les entreprises locales? Il y a certains domaines dans lesquels des joint ventures sont envisageables, mais généralement, pour les projets que je connais, ce sont les entreprises chinoises qui interviennent avec l'appui d'institutions financières comme Exim Bank notamment. Il faut que je vous rappelle juste un chiffre qui est très important et qui porte sur le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la Mauritanie, qui s'est élevé en 2015 à peu près 1,54 milliard de dollars, alors qu'il n'était que de 700 millions ou 800 millions environ en 2008. Ça signifie donc que ce volume a accru de manière très significative au bonheur des populations mauritaniennes. Donc, ce sont rapides le rythme de développement entre les deux pays. Absolument. Alors, quand vous avez mentionné la dernière visite du président, j'ai vu que les deux parties ont aussi insisté sur le projet Une ceinture, une route lancé par la Chine. Et ce projet, d'un côté, c'est de revitaliser la région autour de l'ancienne route de la soie, mais aussi ce sont des projets d'infrastructures aussi que l'Afrique a besoin. Donc, comment ce projet va-t-il influencer, selon vous, votre pays et peut-être l'Afrique dans son ensemble? Oui, vous savez, nous avons accueilli avec beaucoup de bonheur cette initiative de la revitalisation de la route de la soie par le président Xi Jinping en septembre 2013. Il s'agit d'un axe majeur de la nouvelle diplomatie chinoise qui consiste à renforcer les relations humaines, les échanges civilisationnels, en somme qui remplace les conflits armés par le commerce entre les nations, le commerce entre les hommes, par la construction d'importantes infrastructures, non seulement dans la sous-région, mais également au-delà. Parce que la route de la soie va jusqu'à Venise et peut aller même jusqu'au Kenya, si on prend la route de la soie, la maritime, ce qu'on appelle la belt. Donc il s'agit d'un projet qui va accroître le développement économique, comme je l'ai dit, qui va accroître les échanges humains et qui va donc encourager l'entente entre les peuples et donc qui va contribuer, à n'en pas douter, à la paix dans le monde. Donc l'Afrique, et la Mauritanie en particulier, entend tirer tout le profit de cette initiative qu'est la revitalisation de la route de la soie. Naturellement, le chef de l'État s'en est félicité et a félicité son homologue chinois lors des entretiens qu'ils ont eus lors de sa visite d'État. Alors, les échanges humains, on en parlera un peu plus tard. Il y a autre initiative très importante, c'est le sommet Chine-Afrique qui s'est tenu l'année dernière à Johannesburg en Afrique. C'est aussi le premier sommet sur le continent africain depuis la création du Forum Chine-Afrique. Alors, en fait, les deux parties ont insisté sur le fait que ce sommet n'était pas basé sur l'idée d'aide, mais sur l'idée de partenariat. Donc, quelle est la signification de ce sommet pour vous et quelles sont les retombées
concrets les plus importants pour votre pays? Importante. D'abord, comme vous l'avez souligné, c'est le premier sommet au niveau des chefs d'État qui se tenait en Afrique, donc à Johannesburg. Et c'est le sommet qui a attiré le plus grand nombre de chefs d'État. Alors, lors de ce sommet, le président chinois, M. Xi Jinping, a prononcé une allocution importante au cours de laquelle il a annoncé 10 programmes majeurs de coopération entre la Chine et l'Afrique, et où il a également annoncé une aide de 60 milliards de dollars au profit de l'Afrique, dont 5 millions sous forme de dons et de subventions et 55 millions sous forme de prêts préférentiels. Donc il s'agit d'un montant très important. Et avant le sommet, les ambassadeurs africains ici, de concert avec la partie chinoise, c'est-à-dire le comité de suivi du FOCAC, donc du Forum sino-africain, se sont concertés pour la préparation. Et après le sommet, les ambassadeurs africains ont eu des réunions respectivement avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce pour assurer le suivi et la concrétisation des déclarations du chef d'État chinois à Johannesburg. Naturellement, il appartient maintenant aux États africains de dresser les listes de leurs projets majoritaires qui sont éligibles à ces financements majeurs qui ont été, n'est-ce pas, qui sont accordés à l'Afrique. Il s'agit d'une coopération égalitaire, parce que la coopération entre la Chine et l'Afrique, dont on a fêté ou célébré les 60 ans il n'y a pas très longtemps, est une coopération qui se fonde sur le plan politique, sur la confiance mutuelle, comme vous le savez, sur la coopération gagnant-gagnant sur le plan économique et sur une complémentarité sur le plan culturel. Donc c'est une coopération la main dans la main, ce n'est pas une coopération de la main tendue. Il faut bien le dire et insister là-dessus. C'est une coopération égalitaire, basée sur la sincérité. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bienvenue dans Rencontre. Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la Mauritanie s'est élevé en 2015 à peu près 1,54 milliard de dollars. L'Afrique et la Mauritanie en particulier entendent tirer tout le profit de cette initiative qu'est la revitalisation de la route de la soie. Cette métallurgie est largement compensée par son découvert en Chine. Vous avez mentionné la complémentarité culturelle entre les deux pays. On sait que, tout comme la Chine, la Mauritanie a une civilisation très ancienne et que vous avez offert pendant votre mandat de faire progresser la compréhension réciproque entre les deux pays. Et votre pays a aussi des villes très anciennes qui conservent des scripts anciennes, une civilisation très brillante. Alors, comment se portent les échanges culturels alors aujourd'hui entre la Chine et la Mauritanie? Ils se portent très bien, enfin, elles se portent très bien ces relations. Les échanges les échanges humains se sont intensifiés. La Chine reçoit beaucoup de stagiaires et d'étudiants mauritaniens. Elle accorde beaucoup de bourses d'études à des étudiants mauritaniens. Des troupes théâtrales ou des troupes artistiques quittent la Chine et se rendent en Mauritanie. Il y a eu des artistes peintres mauritaniens qui sont venus en Chine montrer un peu leur œuvre à la Chine. Donc au total, c'est une très bonne coopération. Mais naturellement, la culture est quelque chose de très important. Il faut toujours œuvrer à aller au-delà de ce qui existe. Donc, faire prévaloir le pessimisme de l'action et l'optimisme de la volonté. Et je crois que nos chefs d'État respectifs s'y emploient. Et pour ce qui est de notre part, nous essayons du mieux que nous pouvons d'être au niveau de leurs attentes et des attentes des populations. Et en fait, j'ai lu il y a quelques jours sur le site de votre ambassade des scripts anciennes, justement découverts dans des villes très anciennes. Pouvez-vous nous présenter un peu à nos téléspectateurs qui peut aussi à travers cette interview connaître davantage ces trésors très précieux et très anciens? Absolument. En Mauritanie, vous avez 4 villes anciennes qui sont classées patrimoine de l'humanité.
Il s'agit de Chinguetti, de Ouadane, de Oualata et de Tichit. Dans ces villes, on retrouve d'anciens manuscrits, n'est-ce pas, qui datent de plusieurs siècles, et qui avaient commencé, compte tenu de leur état de conservation, à se détériorer. Mais grâce à l'aide non seulement de l'UNESCO, mais grâce également à l'intervention du gouvernement mauritanien, on est en train de réhabiliter ces manuscrits. Et chaque année maintenant est organisé un festival dit des villes anciennes pour réhabiliter les villes dont vous parlez. Naturellement, j'invite nos amis chinois et d'autres nationalités à venir visiter ces villes qui sont magnifiques. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui les contenus de ces scripts? Ce sont des scripts sur quel genre surtout? Généralement, il s'agit de Coran, du Coran, ou des récits relatifs à l'islam de manière générale. Oui. D'accord. C'est très intéressant aussi pour la découverte du tourisme aussi. Et vous, en fait, vous êtes ambassadeur en Chine depuis 2009. Maintenant, c'est 7 ans. Et comment vous adaptez-vous au pays? Avez-vous de nostalgie? Oui, on est toujours nostalgique, naturellement, mais comme je le disais dans une autre interview que j'ai accordée, peut-être à vous, en tout cas, un de vos collègues, que cette nostalgie est largement compensée par ce qu'on découvre en Chine. Parce que c'est un énorme pays, une civilisation plusieurs fois millénaire. Il y a extrêmement de choses à découvrir et pratiquement un jour de découverte pour l'étranger qui vit en Chine. Naturellement, j'ai pu profiter de mon séjour aussi pour visiter beaucoup de provinces. Naturellement, d'abord ce qui existe ici à Pékin, comme la Grande Muraille, la Cité interdite, la vieille mosquée qui date, je crois, de plus de 1000 ans. J'ai visité d'autres contrées comme le Fujian, comme le Zhejiang, le West Lake de Hangzhou, dans la province de Zhejiang, qui est vraiment un joyau. C'est votre préféré, apparemment, le West Lake. J'adore le West Lake. Bon, naturellement, on découvre aussi beaucoup d'autres choses. L'art culinaire chinois, qui est tout à fait très varié. Et beaucoup d'autres choses que j'apprécie moi personnellement et qui permet effectivement de compenser cette nostalgie qu'on peut avoir du pays. En fait, pour beaucoup de nos téléspectateurs, ils n'ont pas l'occasion de mettre leurs pieds sur la Chine. Quelles sont les découvertes les plus intéressantes que vous pouvez faire vous partager un peu avec eux? Bon, naturellement, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de la Chine, on parle déjà de la Grande Muraille. Alors je les invite à visiter la Grande Muraille parce que c'est un monument historique très important qui n'appartient plus d'ailleurs qu'à la Chine. Il appartient au monde entier de visiter la Cité interdite avec toute cette histoire des empereurs et tout ce que ça renferme comme richesse. Je les invite à visiter naturellement la mosquée dont je vous ai parlé, les autres régions comme le Fujian, comme Ningxia. J'ai eu, moi, une visite qui m'a beaucoup charmé, c'était dans le Yunnan, dans le sud, vers Xishuangbanna, où il y a une petite minorité Hui qui nous a accueillis comme on accueille les gens en Mauritanie. Et vraiment, je me suis retrouvé chez moi, c'était une après-midi très belle, j'ai vraiment apprécié. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bienvenue dans Rencontre. Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la Mauritanie, qui s'est élevé en 2015 à peu près 1,54 milliard de dollars. L'Afrique et la Mauritanie en particulier entendent tirer tout le profit de cette initiative qui est la revitalisation de la route de la soie. Cette nostalgie est largement compensée par ce qu'on découvre en Chine. En fait, vous avez parlé tout à l'heure, quand on a évoqué culture, vous avez parlé de la complémentarité culturelle entre la Chine et l'Afrique. Vous, je sais que vous avez beaucoup d'expérience en Occident aussi, en Afrique et en Chine. Comment comprenez-vous la culture chinoise? Avez-vous quelques idées à partager à nos téléspectateurs? Je sais une chose qui explique peut-être la réussite de la Chine, c'est que c'est un pays, un peuple très ancré dans ses traditions, mais très ouvert par ailleurs, et il me semble qu'on ne peut pas réussir quand on oublie d'où on vient, ses racines. Ça m'a beaucoup marqué en Chine,
parce que c'est à peu près la même situation que l'on retrouve en Mauritanie. Je crois qu'il y a un grand poète qui disait que dans la civilisation de l'universel, il faut s'implanter, implanter ses racines, savoir d'où on vient pour pouvoir s'ouvrir aux autres. À partir du moment où on oublie ce qu'on est, on ne peut plus rien faire de bon. Et je crois qu'en très grande partie, le succès de la Chine s'explique par cela. En fait, vous êtes en Europe pendant très longtemps et je pense lors d'une précédente interview, vous avez mentionné un livre qui s'appelle L'aventure ambiguë, qui parle justement de ce problème de racines, de retrouver ses racines, la contradiction, le choc culturel. Alors, quelle est votre compréhension de cette contradiction entre la tradition et ce qu'on cherche maintenant? Il y a toujours ça, la tension un peu. Absolument. Surtout que tout cela est aggravé, ou en tout cas est potentialisé par le phénomène de la mondialisation qui essaie d'uniformiser tout. C'est pas bon d'uniformiser tout. Il faut que chaque pays, que chaque peuple garde ses valeurs intrinsèques et que dans le rendez-vous du donner et de recevoir, chacun puisse apporter ce qui lui est propre. Effectivement, vous avez mentionné un livre qui me tient à cœur, qui s'appelle L'aventure ambiguë, qui est écrit par un auteur qui s'appelle Cheikh Hamidou Kane, qui décrit bien ce choc culturel d'un musulman qui est venu faire ses études en France et qui est donc confronté à cette contradiction essentielle, je dirais, et qui se pose la question de savoir si ce qu'on apprend des Occidentaux s'entend vaut ce qu'on perd en tant qu'Africain. C'est la question fondamentale qui sert de trame à cet ouvrage. Je pense qu'il faut, à ce rendez-vous de l'universel, même dans ce phénomène de mondialisation, vous entendez certains pays parler d'exception pour conserver, comment dirais-je, pour protéger leur cinéma ou pour protéger un pan de leur culture. Il est important d'être soi-même pour venir bien armé à ce grand rendez-vous. Et avez-vous une réponse à la question que l'auteur a posée dans le livre avec votre propre expérience? Il faut ménager les deux. Il faut rester ce qu'on soit, il faut apprendre, il faut s'ouvrir. Le prophète, ou en tout cas, disait à nous, musulmans, allez chercher la science, même si elle est en Chine. La Chine, à l'époque, était quelque chose de très très loin au moment où il parlait. Donc il faut aller chercher le savoir là où il est, mais en restant soi-même. Mais justement, pour beaucoup de téléspectateurs, l'image de la Chine, c'est soit des images stéréotypées un peu par les médias occidentaux, ou soit un pays très mystérieux qu'on connaît très mal. En fait, maintenant, vous êtes en Chine depuis 7 ans. Quelle est l'image de la Chine dans votre esprit? Ouais, c'est l'image d'abord d'un vaste pays. Il est objectivement d'une vieille civilisation. La Chine est d'une civilisation plusieurs fois millénaire, mais c'est un cliché dont vous parlez en termes de s'estomper d'abord à vous, les médias, grâce aux voyages de plus en plus fréquents entre les Chinois et les ressortissants d'autres pays. On parlait d'échanges humains tout à l'heure, c'est en cela que les échanges humains sont importants. Donc la Chine, l'image que j'en garde, c'est un pays qui vient de très loin et qui est en train de conquérir le monde de manière pacifique. Maintenant, au quotidien, naturellement, ici par exemple, dans cette ambassade, on a recréé une petite famille avec nous-mêmes, les Mauritaniens, les Chinois qui travaillent avec nous. Nous nous comprenons très bien. Je suppose que ce petit exemple doit servir de référent pour la compréhension de la Chine. Il ne faut pas venir avec des préjugés. Quand on vient avec la Chine, effectivement, beaucoup de préjugés finissent par tomber parce qu'on comprend mieux. De comprendre la Chine profondément, tant elle est variée, vaste et diverse, mais on arrive à comprendre l'essentiel, c'est-à-dire que dans chaque homme, il y a de l'humanité, par définition. Et on a évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'échanges au niveau commercial, les entreprises et tout. Et au niveau des entreprises, peut-être il y a des malconnaissances de la Chine ou des différences culturelles. Est-ce que ça constitue des freins pour les entreprises des deux côtés? De moins en moins. De moins en moins. Bon. Il y avait oui, il y avait forcément. Quand on ne se connaît pas, il y a toujours des préjugés, n'est-ce pas? L'avantage des échanges, c'est de faire tomber ces préjugés et de se connaître davantage.
Par exemple, les Chinois qui sont en Mauritanie ont pignon sur rue. Il n'y a plus de problème, ils s'intègrent, ils sont avec la population, ils font leur commerce tranquillement, ils sont bien acceptés par la population. Eux-mêmes sont très à l'aise, sinon je suppose qu'ils ne seraient pas restés longtemps. Et c'est valable pour beaucoup de pays africains. Naturellement, il faut continuer parce qu'on parle d'entreprise, à assurer le transfert de technologies dont l'Afrique a besoin, et puis à assurer le recrutement de la main-d'œuvre locale dont l'Afrique a également besoin. Mais les préjugés finissent toujours par tomber. Il y a une chose que vous n'avez pas évoquée, c'est que peut-être parce que vous êtes en Europe pendant longtemps et l'Europe a une relation assez longue aussi avec l'Afrique. Donc comment voyez-vous aujourd'hui la concurrence ou je ne sais pas comment je peux dire, la présence, parce que l'Europe en quelque sorte, a peur de la Chine pendant un certain temps et puis a voulu coopérer avec la Chine après. Donc, comment voyez-vous cette complexité de la présence de différents... Pour l'Afrique, il s'agit de diversifier la coopération. Bon, naturellement, là, on est dans le domaine économique, donc il s'agit d'une rivalité. Il est de bon ton pour les autres de dire que les Chinois sont les nouveaux impérialistes, etc. etc. Mais bon, ça c'est très compréhensible. C'est une concurrence économique et la Chine est en train de prendre des parts de marché importantes parce que je crois qu'elle est devenue maintenant le premier partenaire commercial avec l'Afrique. C'est normal que ça crée des ressentiments de l'autre côté, mais c'est des ressentiments que l'on comprend très bien, surtout qu'on sait que les Européens cherchent également, et non pas cherchent, commerce effectivement avec la Chine, qui est devenue de toutes les façons un pays incontournable, aussi bien sur le plan économique, sur le plan diplomatique que sur tous les autres plans. Et je pense que la dernière question, on prend un plan plus large, parce que vous avez évoqué tout à l'heure de la mondialisation. Comment, selon vous, la relation sino-africaine contribue aujourd'hui à l'ordre mondial qui est en train de reconstruire ? La relation Chine-Afrique, c'est la relation dont dépendent 2,4 milliards de femmes et d'hommes. Ce n'est pas négligeable. En plus, l'Afrique a un potentiel démographique. Énorme, c'est ce que j'allais vous dire après. La Chine, aujourd'hui, la deuxième puissance économique mondiale. L'Afrique est devenue, aujourd'hui, un continent d'opportunités. C'est le continent où il y a le plus fort taux de croissance. Et c'est le continent qui assure aujourd'hui le plus d'investissements directs étrangers. Alors, quand on fait la somme entre ce que la Chine possède comme atout et ses potentialités, naturellement, c'est la géographie du monde, la géographie économique du monde qui va être changée, parce qu'il s'agit, comment dirais-je, d'un fleuron de la coopération sud-sud. Et ces deux parties, c'est-à-dire la Chine et les pays africains, finiront par s'imposer au reste du monde, mais dans la paix, dans l'harmonie, dans l'entente et dans l'entraide. Alors, je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir participé à notre émission et partagé vos expériences en Chine avec nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie et merci d'être venu ici. Je vous remercie. Merci bien.